à 3000 personnes étaient réunies à l'appel d'un collectif d'opposants au président Joseph Kabila pour exiger la tenue dans les temps de la prochaine présidentielle. Celle-ci doit avoir lieu en novembre 2016, en principe, sans la participation de l'actuel chef de l'État. Ainsi le veut la constitution congolaise. Le rassemblement qui avait été autorisé par le gouverneur de Kinshasa s'est généralement bien passé jusque vers la fin où de violents affrontements ont éclaté. Des jeunes non identifiés ont attaqué les manifestants à coups de pierre. La correspondance sur place de Salé Mwanamilongo. La dynamique de l'opposition a tenu un meeting populaire à la place Sainte-Thérèse d'Endjili pour exiger la tenue dans les temps de la prochaine présidentielle devant avoir lieu en novembre 2016. Ces leaders de l'opposition ont plaidé pour la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, ainsi que le respect de la Constitution par le président Kabila. Vital Kamerhe, président du parti Union pour la Nation congolaise, UNC, a réitéré son refus du dialogue initié par le président Joseph Kabila. Le dialogue là, c'est un dialogue piège et nous avons dit que nous n'en voulons pas. Et nous voulons que la majorité comme l'opposition, la société civile, nous puissions jouir des mêmes droits, des mêmes traitements et que seul le peuple congolais tranche. Outre le refus de participer au dialogue, les membres de l'opposition appellent à l'organisation des élections démocratiques, au respect des délais constitutionnels et à une alternance pacifique. Kudura Kasongo est membre de la dynamique de l'opposition. Nous sommes aussi contre la décision de la Cour constitutionnelle qui a répondu favorablement à la requête de la CENI alors que la CENI n'a pas qualité, constitutionnellement parlant, de saisir la Cour sur la constitutionnalité de son programme électoral. La Cour a demandé à la CENI de pouvoir reformuler le calendrier. Nous considérons que c'est une violation flagrante de la Constitution par une Cour constitutionnelle. Ça montre bien qu'il y a une manipulation et il y a surtout une instrumentalisation des institutions de la République et notamment la Cour constitutionnelle aux fins politiques. Voilà pourquoi nous sommes ici pour réaffirmer un attachement de la paix aussi, du progrès et de la sérénité dans le pays. La manifestation qui avait été autorisée par le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, s'est généralement bien passée. Mais c'est mal terminé suite à des violents affrontements qui ont éclaté après l'attaque de la rencontre à coups de pierre par des jeunes gens non identifiés. Une vingtaine de policiers armés de matraques ont fini par intervenir pour faire cesser la bastonnade. Salé Mwanamilongo à Kinshasa pour la Deutsche Welle. C'est en principe aujourd'hui que prend fin l'ultimatum de la MONUSCO, celui de couper l'aide alimentaire aux ex-combattants FDLR cantonnés dans des camps de transit à l'est de la République démocratique du Congo. Mais avant même que l'ultimatum n'expire, la société civile du territoire de Lubero a exprimé ses craintes quant à la sécurité de la population. Une fois la mesure appliquée, Martin Kobler, représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC, s'est exprimé sur la question. Il était en visite à Beni à quelques semaines de la fin de son mandat. Le point avec notre correspondant sur place, John Kanyunyu. C'est près du camp de transit qui héberge les ex-combattants des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda, que le président de la société civile a exprimé son inquiétude devant la presse. Georges Muindo Katsongo appelle le gouvernement central de la RDC à prendre ses responsabilités pour éviter le pire. Quand la MONUSCO retire son appui à nourriture aux FDLR cantonnés dans les camps, c'est encore une fois la catastrophe à l'endroit de la population autochtone. Le gouvernement congolais devra prendre ses responsabilités afin que la population ne soit pas victime de retombées négatives à la suite de cette décision. De son côté, Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a voulu jouer l'apaisement après sa déclaration il y a un mois sur la suspension du soutien alimentaire qu'apporte la MONUSCO aux ex-combattants FDLR. Non, on n'a pas dit alors on va expirer, mais on va transférer la responsabilité de les nourrir au gouvernement. Et mon adjoint était avant-hier et hier avec le gouvernement, c'est pas un ultimatum. Alors ils ne vont pas mourir de faim parce qu'ils doivent manger. Mais il faut arrêter notre soutien et transférer notre soutien au gouvernement. On est en discussion avec le gouvernement comment ça marche. On a dépensé dans les derniers mois 2 millions de dollars pour la nourriture des ex-combattants des FDLR. Martin Kobler a fait cette déclaration à Beni où il est passé dire au revoir aux habitants
Apprécié des populations qui disaient de lui qu'il était plus congolais qu'allemand, Martin Kobler a contribué à la défaite du mouvement du 23 mars, le M23, mis en déroute grâce à la collaboration des forces des Nations Unies et de l'armée congolaise. Martin Kobler a également été aux côtés de la population de Beni au moment des massacres perpétrés par les rebelles ougandais de l'ADF contre des civils. Attendu, le départ de Martin Kobler intervient cependant alors que l'Est de la RDC est toujours instable. Les retards accusés par le processus électoral en vue de la présidentielle de 2016 ne sont pas non plus du meilleur augure pour la région. John Kanyunyu a Beni pour la Deutsche Welle. Et j'ajoute que Martin Kobler, qui doit officiellement quitter ses fonctions fin octobre, affirme qu'il ne sait pas quel sera son prochain poste au sein des Nations Unies. Il aimerait toutefois continuer à travailler pour l'ONU. En attendant, au Rwanda, on observe de près la situation dans les camps de rebelles FDLR démobilisés et un possible retour de ces ex-combattants. En théorie, chaque FDLR qui a déposé les armes peut rentrer au Rwanda, mais beaucoup d'entre eux craignent de se faire tuer au Rwanda, un pays dont ils ont toujours combattu le gouvernement. Le nouvel ambassadeur rwandais en Allemagne, Igor César, explique la position de son gouvernement par rapport aux ex-rebelles FDLR. Il considère que les anciens combattants qui ont peur de se faire tuer au Rwanda sont victimes de lavage de cerveau et de la part de leur leader. On l'écoute. Ils sont un danger pour le pays quand ils sont dehors, quand ils n'ont pas l'intention de rentrer, quand ils n'ont pas l'intention de déposer les armes. Mais pour ceux qui prennent la décision de déposer les armes et puis de faire partie du développement du pays, nous on les voit plutôt comme des personnes qui peuvent être contribuer au développement, dépendamment de la décision qu'ils prennent. D'un côté, notre volonté, c'est qu'ils soient des citoyens contribuant au pays. Pour ceux qui ne le veulent pas et puis qui décident de continuer la voie armée, ceux-là, on les considère effectivement comme un danger du pays. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Inquiet d'un possible report de la présidentielle, d'un glissement, comme on dit ici, des milliers d'opposants ont répondu à l'appel d'une coalition de partis pour dire non à un troisième mandat de Joseph Kabila. C'est suffisant. Nous voulons aussi qu'il accepte la Constitution et qu'il la respecte parce que c'est cette Constitution-là qui l'a mené au pouvoir, que ce soit en 2011 comme c'est la même Constitution qui lui demande aussi de repartir, de laisser aussi la chance aux autres. De leur côté, les leaders lancent un cri d'alarme. Nul n'est au-dessus de la loi. À un peu plus d'un an de la présidentielle, la commission électorale exhortait à organiser en priorité les législatives et la présidentielle, alors que 7 scrutins doivent encore avoir lieu. Ils sont à 16 mois de la fin du mandat de M. Kabila. Un dialogue pour quoi faire? Que la CENI commence les enrôlements de toutes les Congolaises et les Congolais, parce que le fichier électoral que la CENI a à ce jour s'est infecté. Nous n'accepterons aucun débordement du délai constitutionnel. D'un seul coup, la peur s'invite. Mouvement de foule, mouvement de panique. Des hommes en armes et en civil s'en prennent aux manifestants. Certains assaillants seront rattrapés puis lynchés. La police, elle, n'interviendra que tardivement. C'est inacceptable. La police était dépassée. On a vu que la police a compris qu'il s'agissait des gens bien connus. Nous n'avons pas peur. On va faire d'autres meetings et il y aura des marches. Et ça va se faire dans le respect de la Constitution et des lois de la République. C'est pas normal. En attendant, c'est le Parlement congolais qui va donner une suite au débat sur le calendrier électoral. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La gronde au sein de plusieurs partis de la majorité en République démocratique du Congo, où la décision de la Cour constitutionnelle d'autoriser un glissement du calendrier électoral continue de susciter la polémique. Ce lundi, 7 dirigeants de partis de la majorité ont adressé une lettre au président Joseph Kabila, dans laquelle ils demandent au chef de l'État congolais de ne pas se présenter pour un 3e mandat en 2016. La missive est notamment signée par Yves Mobondo Yogo, vice-président du mouvement social pour le renouveau, plus gros parti de la coalition gouvernementale après le PPRD, et également par Olivier Kamitatou, président de l'Alliance pour le renouveau du Congo et ministre du Plan.
Et la lettre de ces frondeurs intervient alors que le parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui traverse actuellement une crise de leadership, a décidé de rompre le dialogue avec les autorités ce lundi 14 septembre. L'UDPS qui s'oppose également à un éventuel glissement du calendrier électoral. Les précisions d'Awa Barkala. Nouveau rebondissement sur la scène politique en République démocratique du Congo. Le premier parti d'opposition, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, a décidé de rompre le dialogue avec les autorités. Le feu vert de la Cour constitutionnelle à un glissement de calendrier pour les élections provinciales en est la principale cause. Les dialogues devaient notamment se tenir à Venise, en Italie. Dans les négociations que nous avons eues, il faudrait préciser une chose. L'UDPS ne peut pas se rendre complice d'un retard, quel que soit, par rapport aux élections. Et encore une fois, les responsabilités doivent être établies par rapport à cet échec du retard que nous connaissons pour ces élections. Nous avons un échec par rapport au financement des élections. C'est le gouvernement qui doit porter ce chapeau. Le retard technique, la CENI, donc, devra expliquer pourquoi est-ce que techniquement nous avons connu ce retard. D'autres éléments ont poussé le parti à rompre le dialogue. Des discordances au sein même de l'UDPS ont eu raison de ces échanges initiés par les émissaires du président Joseph Kabila. Pour l'heure, les autorités n'ont pas fait part de leur réaction. On attend que la majorité se réunisse pour voir quelle attitude la majorité va adopter. Il est encore tôt de se prononcer. Mais en ce qui concerne le retrait de l'opposition, je pense qu'on est tous les fils et filles du pays et que le problème de la nation congolaise concerne tout le monde et interpelle tout le monde, que ce soit l'opposition et la majorité. On doit tous réfléchir pour l'avenir de notre pays. Le leader du parti, Étienne Tshisekedi, est en convalescence en Belgique depuis 1 an et une crise de leadership s'est installée au sein de l'UDPS, ce qui fragilise encore plus l'unité du parti. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. At first, the opposition rally seemed to be going well. Then this, people rushed to escape a dangerous situation. On the podium, a man suspected of being a supporter of President Joseph Kabila tries to get away. Opposition members chase after him and beat him. They say he and other members of the ruling party tried to disrupt their rally. We are suffering in DRC. We are suffering. We have had enough. We might as well be dead. It is not normal what is happening here. Opposition leaders in the capital Kinshasa accuse Kabila of trying to delay next year's election so he can stay in power longer after his 2-term limit ends. That's why they were protesting. The opposition kept telling people to stay calm, and then all of a sudden commotion broke out. People started running, carrying sticks, hitting each other. People started dispersing. It was absolute chaos and people are angry. The police eventually intervened. What was supposed to be a peaceful meeting disrupted. Government officials say the DRC has no money to hold next year's elections. The Constitutional Court wants the Electoral Commission to shift the dates, but officials insist that doesn't mean Kabila plans to hang on to power. We are now more than 1 year before the elections. Time have not yet come. We are talking now of local elections, of provincial elections. Next year, maybe in September, we shall talk about presidential election. By then, we shall see who is a candidate and who is not. The opposition don't believe this. Mr. Kabila is multiplying initiative to stay in power. And we are telling him his time is due, he has to go. Mr. Kabila is the problem of this country. They say they will try and protest again, raising fears of more violence if Kabila doesn't leave when his term in office ends. Haru Matasa, Al Jazeera, Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, heurts violents en marge d'une manifestation de l'opposition hier après-midi à Kinshasa. Le bilan provisoire est de 3 blessés emmenés à l'hôpital, a déclaré hier soir Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. L'AFP rapporte que la situation a dégénéré quand le rassemblement a été attaqué à coups de pierre et de bâton par une dizaine de jeunes gens. L'un d'entre eux a été intercepté par la foule et a été frappé violemment. Un militant de l'opposition a invoqué la légitime défense. Après plusieurs minutes sans rien faire,
Des policiers ont fini par intervenir pour récupérer l'homme grièvement blessé, toujours selon l'AFP. Un témoin a vu la police arrêter 2 personnes. Monsieur Mende a condamné toute forme de violence d'où qu'elle vienne, dit-il, tout en accusant les opposants d'avoir tenu des propos injurieux envers le président, ce qui a provoqué, selon lui, la colère de ses partisans. Une dizaine d'opposants étaient réunis sur la place Sainte-Thérèse de Ndjili pour appeler Joseph Kabila à abandonner le pouvoir fin 2016, comme la Constitution l'y oblige. Les rassemblements à Goma et Bukavu se sont, eux, déroulés sans incident notable. Nous y reviendrons dans notre segment magazine tout à l'heure. RDC toujours, l'ONU réclame la libération immédiate de 2 jeunes militants de la société civile, 6 mois après leur arrestation. Claire Morin-Gibourg. C'est une incarcération abusive selon l'ONU qui dénonce l'absence de preuves contre Fred Boma et Yves Mwakwambala. Les 2 jeunes militants sont poursuivis par la justice congolaise pour complot contre le président Joseph Kabila. Tous 2 avaient été arrêtés à Kinshasa le 15 mars dernier lors d'une rencontre sur la bonne gouvernance en Afrique organisée par Filimbi, collectif de mouvements d'éducation à la citoyenneté, un mouvement non partisan et non violent. Fred Boma est l'un des responsables du mouvement citoyen Lucha, la lutte pour le changement, basé à Goma et adhérent à Filimbi. Yves Mwakwambala est lui le webmestre et graphiste de Filimbi. Les 2 hommes avaient été détenus au secret pendant plus de 40 jours avant d'être déférés à la justice au début du mois de juin. Leur procès se tient dans un contexte politique très tendu en RDC où de nombreux opposants ou militants de la société civile ont été arrêtés depuis le début de l'année après une répression meurtrière de manifestations hostiles au pouvoir. Le président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, est soupçonné par l'opposition de manœuvrer pour rester à la tête de l'État alors que la Constitution lui interdit de se représenter. En République démocratique du Congo, au moins 3 personnes ont été blessées hier dans des heurts qui ont éclaté pendant une manifestation de l'opposition contre l'intention prêtée au président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir. Des hommes armés de planches de bois ont attaqué le millier d'opposants peu après le début de leur rassemblement dans un stade de Kinshasa, d'après l'agence Reuters. Des échauffourées se sont produites avant que la police n'intervienne pour séparer les 2 camps. Eddie Sango a joint l'un des opposants présents à la manifestation, le député Jean-Claude Mwemba. Plus de 5000 personnes se sont regroupées à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili pour écouter le message de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition. C'est vers 14h que les différents intervenants ont commencé à prendre la parole. La toute première était Eve Bazaïba, suivie de Vital Kamere, Gilbert Kiakwama, Koloso Soumaïli. Joseph Olengankoy, président des FONUS, a pour sa part recommandé à la population de rester éveillée pour éviter toute manipulation. Notre peuple vient de démontrer sa détermination. C'est que je suis en train de revivre, c'est ce que nous avons vécu vers la fin du régime de Mobutu. La détermination des peuples est là. Dans les tout prochains jours, la nation congolaise va vivre les changements réels dans ce pays. Pour Jean-Lucien Boussa, président du CEDER, le temps du changement est arrivé. Aujourd'hui, le président Kabila, son gouvernement, les parlements, la CENI, la Cour constitutionnelle et toutes les institutions de la République viennent d'avoir le message du peuple congolais. Le peuple congolais veut un nouveau président le 27 novembre 2016 et ceci ne souffre d'aucun débat. Le peuple congolais dit à ceux qui dirigent le pays, respectez la Constitution dans ses dispositions relatives au mandat du président de la République. Le peuple congolais vient dire non au glissement. Le peuple congolais aussi vient de dire non au dialogue. Il n'a pas de sens. Revenons sur la dernière sortie politique des cadres de la MP, dit G7. Vital Kamere a souhaité voir ses acteurs de la majorité présidentielle œuvrer pour les valeurs républicaines. Ils ont dit non au 3e mandat et je ne peux que les féliciter et les encourager. Il faut avoir le courage de ses opinions. Quand un homme politique n'a plus de convictions, il doit abandonner la politique. J'encourage donc les amis des G7 et je voudrais que d'autres de la majorité qui hésitent puissent les remporter les pas. Aujourd'hui, nous allons proposer un manifeste d'éveil de la conscience congolaise où tous ceux de la majorité, de l'opposition comme de la société civile qui pensent qu'il faut œuvrer pour les valeurs républicaines, nous serons ensemble dans un front commun pour barrer la route
route à tous ceux qui veulent que la dictature continue dans notre pays. Cette grand-messe de l'opposition a été interrompue par des jets de pierre d'un groupe d'individus inconnus, des incidents qui ont malheureusement causé la mort de 2 personnes. Kinshasa, Walter Nkouy de Top Congo pour VOA Afrique. Vous l'avez donc compris, c'était un reportage de nos confrères de Top Congo FM. Et pour être complet sur ce dossier, le porte-parole du gouvernement congolais a indiqué à Reuters que les assaillants étaient probablement des partisans du président Kabila qui auraient été choqués par la rhétorique injurieuse des dirigeants de l'opposition. Lambert Mende a condamné à la fois les attaques et les insultes. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Des jeunes ont perturbé ce mardi le meeting d'une plateforme de l'opposition en République démocratique du Congo. Ce rassemblement autorisé par le gouvernement réunissait les leaders des partis de l'opposition qui ont exprimé leur refus de voir les élections décalées, craignant que cela ne permette au président Kabila de se maintenir au pouvoir après la fin de son second mandat l'année prochaine. Reportage à Kinshasa avec notre correspondant Poli Mouzalia. Au début de ce meeting, l'ambiance était plutôt décontractée. Des chants, des danses et plusieurs milliers de militants vêtus aux couleurs de leur parti. On pouvait également voir des slogans hostiles au report des élections et appelant au respect de la Constitution. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, est l'un des initiateurs de ce rassemblement. Il résume ici l'essentiel de son message. Non au 3e mandat, oui au respect de la Constitution, non au glissement du calendrier électoral, qu'il pleuve ou qu'il neige. Le 27 novembre 2016, il y aura élection présidentielle et législative nationale. Ignorer nos ambitions, canaliser les aspirations du peuple congolais. Car l'opposition soupçonne le camp présidentiel de chercher à retarder volontairement la tenue des élections, une crainte partagée par Jean-Claude, un jeune militant d'opposition venu assister au meeting. La majorité actuelle a une intention de s'éterniser au pouvoir. Ainsi, nous sommes aujourd'hui ici pour dire non aux ennemis du peuple, aux ennemis de la jeunesse actuelle. Moi, en tant que jeune, je ne soutiendrai jamais les glissements ou les changements de la Constitution. Tour à tour, les leaders de l'opposition prennent la parole sur le podium, réitérant le même message, jusqu'à ce qu'un groupe de jeunes hostiles au rassemblement surgisse avec des armes blanches. Leur arrivée cause un mouvement de panique dans la foule. Le meeting s'arrête brutalement. Dans la confusion, au moins un blessé grave, battu par la foule. Cette militante d'opposition se dit déçue. Un groupe de gens qui sont venus, ils nous ont dispersé les gens. Vraiment, c'était vraiment insupportable. Vraiment, je me sens très mal parce que nous sommes en démocratie. Il faut que chaque opposition, chaque parti ou la majorité ou l'opposition sont à leur droit de faire le meeting. L'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, le parti de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, n'a pas participé à ce rassemblement. Poli Mouzalia à Kinshasa, BBC Afrique. Et puis cette réaction de Lambert Mende après que 7 chefs de parti de la majorité ont dénoncé dans une lettre adressée au président Kabila, je cite, la stratégie suicidaire suivie selon eux par le gouvernement en entretenant la confusion sur la tenue des prochaines élections. Le porte-parole du gouvernement minimise la portée de cette action au micro de Mme Campbell Touré. D'abord, c'est une réaction que nous aurions cru pouvoir discuter au sein de notre famille politique, mais nos amis ont décidé d'en faire une affaire publique, ce qui est tout à fait inhabituel. Il s'agit de la réaction de 7 partis sur la centaine de partis qui composent la majorité qui soutient le président Joseph Kabila. Et même en termes d'élus au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est insignifiant. Donc c'est la minorité dans la majorité, mais qui a un point de vue à émettre. Nous aurions aimé en discuter au niveau de notre bureau politique. Je pense que conscients de leur faiblesse, ils ont voulu en faire un débat public pour mettre la pression sur nous. Quoi qu'il en soit, nous allons en discuter et nous allons en tirer les conséquences ou leur demander d'en tirer les conséquences. Oui, il n'en demeure pas moins, même s'ils sont 7 partis politiques, un monsieur comme Antoine Gabriel Kyungurwa Kumwanza avec l'Union nationale des fédéralistes du Congo et ce qu'il représente, voilà, est-ce que il faut pas tenir compte de son point de vue, du point de vue de ce qu'on pourrait appeler les initiateurs de l'appel au chef de l'État pour harmoniser vos points de vue? Est-ce
que vous pensez que si nous ne tenions pas compte de ce que chacun représentait, nous allions convoquer une réunion du bureau politique pour en discuter? C'est pour cela que nous en discutons. N'importe qui représente quelque chose, en positif comme en négatif. Et je pense que s'agissant de M. Kyungu, si vous connaissez l'histoire du pays, vous devrez savoir qu'est-ce qu'il représente exactement, si ce qu'il représente est positif ou négatif. Mais quoi qu'il en soit, il a le droit à l'expression. Tout ce que nous disons, c'est que il n'y a aucune justification à ce qu'ils aient pu en faire un débat public dans les médias avant qu'on en parle au niveau de la famille politique. C'est parce qu'ils se savaient en minorité. Mais on va en parler et vous saurez exactement ce que la majorité pense de cette sortie qu'ils ont adoptée. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement et président national de la Convention des Congolais Unis, CCU, membre de la coalition au pouvoir. Vivez l'actualité. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, 7 cadres de la majorité présidentielle qui avaient écrit le 14 septembre dernier au président Joseph Kabila pour lui demander notamment de garantir le respect absolu de la Constitution ont été exclus de la famille présidentielle. Gabi. Il s'agit de Olivier Kamitato, actuel ministre du Plan, Charles Mwando Simba, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Yves Mobando, José Ndundo, Dani Bonza Maloba, Antoine Gabriel Kyungu et Christophe Lutundula, tous présidents des partis politiques membres de la majorité au pouvoir. La décision de leur mise à l'écart a été annoncée à Kinshasa aujourd'hui. Lambert Mende Omalanga est le porte-parole du gouvernement de la RDC. Les auteurs du mémorandum ont pris fait et cause pour l'opposition. Nul n'ignore en effet que l'agenda électoral chahuté n'est pas l'œuvre de la majorité, comme ils le prétendent. En lieu et place de solutions alternatives, crédibles, ils préfèrent s'adonner à l'instrumentalisation des peurs irrationnelles pour un objectif de positionnement politique. Alors que le respect de la Constitution a toujours été une constante dans les déclarations et les actes du président de la République, le mémorandum fait croire le contraire, exposant gratuitement notre autorité morale à la vindicte publique. Les félicitations adressées par l'opposition aux signataires du mémorandum en font foi. Les auteurs du mémorandum affaiblissent les institutions de la République. Il apparaît clairement que les auteurs du mémorandum se sont auto-exclus de la majorité présidentielle. Il ne reste plus aux signataires de ce mémorandum qu'à tirer à tous les niveaux les conséquences du choix stratégique qu'ils ont ainsi opéré en faisant simplement le constat qu'ils ont choisi de la quitter pour rejoindre les rangs d'autres forces politiques. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Premier témoignage à charge dans le procès de l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale. Bosco Ntaganda qui est accusé de crimes contre l'humanité, des crimes commis en Ituri dans le sud-est de la RDC. À 41 ans, est accusé de 13 crimes de guerre, 5 crimes contre l'humanité, dont des meurtres, pillages, attaques contre des civils, viols et esclavage sexuel dans cette région. Des faits qui se sont passés entre 2007 et 2012. Lors de sa première comparution au début du mois, Bosco Ntaganda avait plaidé non coupable. Terminator, comme on l'appelait à l'époque de la guerre, s'est souvent affublé derrière sa réputation. Bruno Sanogo et l'archevêque de Bukavu dans l'est de la RDC, Monseigneur Maroy, a échappé à la mort la nuit dernière. 3 individus ont été surpris pendant qu'ils tentaient de s'introduire dans l'archidiocèse. L'un des suspects a été maîtrisé et confié à la police. On ne sait pas encore s'il s'agit d'une tentative de cambriolage ou de meurtre. Les explications de Biobe Malenga du service Swahili de la BBC joint à Bukavu par François Djekombe. Selon les services sécuritaires, 3 personnes ont tenté d'entrer dans le couvent d'archidiocèse de Bukavu et une personne a été arrêtée. On nous dit qu'il est un étranger de la nationalité rwandaise qui reste détenu dans la main de la police. Qu'est-ce qu'on sait du mobile de cette agression? Jusqu'à présent, les raisons de l'agression n'ont pas encore été identifiées parce que les services de renseignement et les services sécuritaires continuent toujours de faire l'enquête, parce que j'ai dit il y a un présumé qui est arrêté et les enquêtes continuent. L'agression d'un leader religieux, est-ce que c'est quelque chose de rare ou d'assez courant dans la région? L'agression d'un leader religieux, ce n'est pas une chose qui est récemment vécue dans la ville de Bukavu, mais souvenez-vous, à l'époque de
la Milus, RDC, RCD plutôt, il y a un archevêque de Bukavu qui a été tué, Manuel Kataliko. Biobe Malenga du service Swahili de la BBC à Bukavu en RDC. Le président ougandais Yoweri Museveni en visite de 2 jours. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Actualité en République démocratique du Congo, 7 hommes politiques du camp présidentiel ont été priés de quitter la coalition au pouvoir. Il y a 3 jours, ils avaient écrit au chef de l'État Joseph Kabila, lui demandant de ne pas s'accrocher au pouvoir. Sur le réseau social Twitter, le ministre en charge des relations avec le Parlement, Trifon Kinkiwa Mulumba, a indiqué que les 7 se sont auto-exclus de la famille présidentielle, relayant une décision du bureau politique de la majorité. Cela se passe au lendemain d'une manifestation de l'opposition qui dénonçait des manœuvres en vue de reporter l'élection présidentielle et prolonger le séjour de Joseph Kabila au pouvoir. Une manifestation qui coïncide avec la rentrée parlementaire à Kinshasa. J'ai joint il y a quelques minutes Paterne Mouroula. Il est un politologue congolais. À mon avis, cela est un élément qui a le plus mobilisé l'opposition parce que, officiellement, la session parlementaire est une session budgétaire, mais il vous souviendra que ce qui joue dans des sessions d'échanger comme ça, notamment des sessions extraordinaires, que les grandes décisions électorales sont souvent prises. En 2011, on a révisé la Constitution et supprimé le second tour à l'issue d'une session extraordinaire qui a prolongé la session budgétaire. En janvier également, on a révisé la loi électorale à l'issue de la session budgétaire. On a également vu que tout récemment, au mois de juillet-août, on a adopté la loi sur le découpage territorial. Et voilà, donc c'est des éléments qui interviennent toujours en session extraordinaire. Et à mon avis, la mobilisation de l'opposition la fois dernière est une sonnette d'alarme pour dire que voilà, nous vous tenons à l'œil. Que peut donner cette mobilisation de l'opposition à votre avis? À quoi peut-elle aboutir? Le plus important d'abord, c'est de s'exprimer. Et des deux, je crois qu'ils sont réconfortés dans leur position par les fondeurs, parce qu'il convient désormais de les appeler fondeurs de la majorité présidentielle. Oui. Alors, quelle comparaison peut-on faire entre la situation actuelle en RDC et celle qui a conduit le Burundi dans la crise actuelle? À mon avis, il y a beaucoup plus d'éléments de différence que de ressemblances. Les seuls éléments de ressemblance que j'essaie de déceler d'emblée, c'est que les 2 présidents en exercice sont au bout de leur second mandat et leur constitution respective leur interdit un renouvellement pour un 3e mandat. Pour ce qui est du Congo, la révision constitutionnelle ou un 3e mandat ne peut être possible que par un acte matériel de révision constitutionnelle. Alors qu'au Burundi, cela n'a pas été nécessaire, d'autant plus qu'il a fallu juste recourir à l'interprétation de la Cour constitutionnelle pour obtenir le 3e mandat. Alors, c'était les explications de Paterne Mouroula, un politologue congolais sur l'actualité en République démocratique du Congo. L'information, c'est donc que 7 figures de la famille politique du président Joseph Kabila sont exclues de la majorité au pouvoir parce qu'ils ont précédemment, donc le 14 septembre précisément, écrit une lettre au président de la République lui demandant de ne pas changer les règles du jeu et se maintenir au pouvoir. On vient de me souffler. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et de l'internaute qui porte aujourd'hui sur la République démocratique du Congo. Et oui, Fréjus, alors qu'à l'approche des élections, le climat politique est plutôt tendu. En République démocratique du Congo, Julien, depuis Goma, dans l'est de la RDC, estime que le gouvernement congolais doit respecter le calendrier électoral pour éviter le pire, car le peuple demande seulement le respect de la Constitution. Rappelons que des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays à l'appel de partis de l'opposition qui demandent au président Kabila d'abandonner le pouvoir fin 2016, comme le prévoit la Constitution. Des manifestations qui ont dégénéré à Kinshasa, et sur Facebook, Mandela de Lumumbashi nous écrit que ce n'est que le début. Mais Nathan de Bukavu, dans l'est du pays, prône plutôt le dialogue. Pour sortir de la crise dans laquelle le pouvoir nous plonge, nous faut vraiment un dialogue franc.
sincère, parce que si nous allons dans la rue, laisser le pouvoir en face, on risque de connaître la sortie du Burundi, les gens vont s'entretuer pour rien, sans trouver de solution. Moi, je pense que si les acteurs politiques se rencontraient dans un climat sincère, on garantit au président certain qu'il n'y a pas de problème, il peut partir et qu'il y ait un processus qui est crédible, accepté par tout le monde, pas suffire qu'on profite de la crise. Et vous pensez que le président Kabila va accepter un dialogue? Il n'a que ça comme seul choix pour qu'il puisse sortir honorablement. Nathan compte aussi sur l'implication de la communauté internationale pour sortir de cette crise, tout comme Pierre de Mbujimaï en RDC toujours, qui demande particulièrement à l'Allemagne de s'engager tant sur le plan diplomatique qu'économique pour aider son pays. Notre auditeur nous rapporte par ailleurs qu'on viendrait de révoquer le ministre du Plan Olivier Kamitatou et le conseiller politique en matière de sécurité Pierre Lumbi. Enfin, Patrick de Kinshasa pense de son côté que l'opposition congolaise est en perte de vitesse et il appelle ses dirigeants à établir un programme électoral qui réponde aux attentes de la population au-delà de ce qu'ils considèrent comme des mots vides de contenu. Merci beaucoup. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. 4h et bientôt 40 minutes en temps universel. Les rebelles de l'ADF Nalu soupçonnés d'avoir massacré à l'arme blanche des centaines de personnes dans l'est de la RDC bénéficient-ils du soutien de réseaux islamistes étrangers? C'est ce qu'affirme une ONG basée au Nord Kivu. Elle évoque plusieurs témoignages qu'elle aurait recueillis dans le territoire de Béni, mais ces allégations sont rejetées par les Nations Unies qui parlent de simples rumeurs. Correspondance à Kinshasa de Poli Mouzalia. Des réseaux djihadistes étrangers qui viendraient en aide aux rebelles de l'ADF Nalu, c'est ce qu'affirme Omar Kavota, membre de la société civile du Nord Kivu et coordonnateur du Centre d'études pour la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Il y a eu des islamistes venus notamment de la Somalie, de l'Afrique du Nord dans son ensemble et même des États asiatiques comme Arabie et ailleurs. Donc cela a été prouvé. Il y a des jeunes gens qui se sont rendus, qui ont été soit capturés et qui ont eu à confirmer. Mais pour Félix Bass, porte-parole de la MONUSCO, ce ne sont là que des rumeurs. Ça fait très longtemps qu'on parle même de Al-Shabaab. Un certain nombre de rumeurs circulent depuis fort longtemps, mais à notre niveau, nous n'avons aucun élément palpable qui puisse de manière péremptoire déclarer qu'il y a une infiltration d'éléments islamistes. Contacté un porte-parole de l'armée dans le territoire de Béni s'est refusé à faire tout commentaire sur ce sujet. Les ADF Nalu sont des rebelles ougandais installés à l'est de la RDC depuis une vingtaine d'années. Ils sont soupçonnés d'avoir assassiné à l'arme blanche plus de 400 civils depuis novembre 2014. Poli Mouzali à Kinshasa, BBC Afrique. Et la mission de l'ONU en RDC condamne les violences qui ont émaillé le meeting de l'opposition. Des violences brutalement interrompues donc avant-hier par un groupe de jeunes armés de projectiles. Et au cours de ce rassemblement, l'opposition a réclamé l'organisation d'élections dans les délais constitutionnels et a exhorté le président Kabila à quitter le pouvoir à la fin de son second mandat. Dans le mouvement de foule suscité par l'irruption de ces jeunes, plusieurs personnes ont été blessées. Je vous propose d'écouter José Maria Aranaz, il est directeur du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Ce qui s'est passé hier, c'est triste. La journée d'hier, c'était une journée triste. Il y avait un échec de donner la protection à une activité politique légale et qui a finalisé avec une interruption violente et avec les citoyens blessés par la violence politique. Il faut condamner ça. Il faut rappeler à tous les acteurs politiques et aux autorités pour mettre en place toutes les mesures pour sécuriser les activités politiques de tous les acteurs politiques, de la société civile et des médias. José Maria Aranaz, directeur du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Intéressons-nous à présent à la réaction. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, verdict allégé en appel pour 2 accusés dans l'affaire Chebea, du nom du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebea et de son chauffeur Fidel Bazana, tué en juin 2010 à Kinshasa. Dans son verdict, la haute cour militaire de la République démocratique du Congo a condamné à 15 ans de réclusion criminelle le colonel Daniel Moukalai et a acquitté le capitaine Michel Ouela.
Tous deux avaient été condamnés à mort en première instance en 2011. Le tribunal a confirmé l'acquittement de 3 autres accusés. La Voix des Sans-Voix, l'organisation créée par le défunt, est déçue de cet arrêt de la Haute Cour militaire. Dolly Abefo, son directeur actuel, a tout de même un espoir. Il est au micro de Salih Mwanamilongo. Nous sommes quand même déçus. Même moralement, on s'est préparé qu'il n'y aura rien dans ce verdict. Et c'est confirmé aujourd'hui. Mais l'espoir, c'est Dakar où il y a une justice indépendante. Et cette justice avec des personnalités, des juges compétents, doués d'une intelligence et qui ne peuvent pas prostituer leur science. Donc notre espoir, c'est Dakar. Notre espoir, c'est l'AVSV n'a jamais porté plainte. Le moment venu pourra se constituer, pourra porter plainte contre l'État congolais qui a tué 2 de ses membres. Et toujours en RDC, à un peu plus d'1 an de la date prévue pour la présidentielle, le président Joseph Kabila a démis mercredi de leurs fonctions au sein de l'exécutif de chef des partis fondeurs de la majorité au pouvoir. Il s'agit de son conseil spécial en matière de sécurité, Pierre Lombi, et du ministre du Plan, Olivier Kamitatou. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Reprise sous tension du procès de l'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda. Pour la première fois depuis l'ouverture de son procès, un témoin à charge nommé 805 a été présenté à la barre ce mardi 15 septembre 2015. À peine introduit, une tension palpable existe déjà autour du témoin 805. Le bureau du procureur accuse la partie adverse de vouloir intimider le témoin. Nous avons des informations comme quoi des témoins auraient été subordonnés par l'autre partie. Nous pensons que Bosco Ntaganda lui-même est impliqué dans un schéma qui pourrait comprendre des menaces et des intimidations contre les témoins, et nous avons essayé de mettre un terme à cela. À l'évidence, la défense a le droit d'enquêter dans cette affaire pour préparer la défense de son client. Ce droit n'implique pas d'essayer de faire changer leurs histoires aux témoins ou leurs récits aux témoins qui sont présentés par l'autre partie, en l'occurrence par nous à l'accusation. L'avocat de la défense, pour sa part, a envoyé un courriel à la Cour pour dénoncer un différend entre son équipe et le bureau du procureur. Maître Bougon fustige la manière dont les sessions préparatoires avec les témoins de l'accusation ont été menées. Les avocats de Bosco Ntaganda ont qualifié les accusations du procureur de huidir. Il ne fait que répéter ce que d'autres lui ont dit. Je ne vois pas en quoi ce type de preuve est d'une quelconque utilité à cette Cour. Le chef de guerre Bosco Ntaganda est poursuivi pour 18 chefs d'inculpation, donc entre autres des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis entre 2002 et 2003.